On est souvent d'accord avec ce qui est partagé par nos invités, mais pas toujours. Donc, s'il vous plaît, tenez-nous-en pas trop rigueur. L'objectif, c'est d'échanger ouvertement afin de mieux se comprendre. Alors, bienvenue chez vous et bonne écoute. Bonjour, bonsoir, bienvenue à Maudite Marge, le podcast sur la marginalité et la jeunesse dans Marge 12-17. Mon nom est Tristan Delorme, je suis le directeur de l'organisme et je suis bien ravi d'être de retour. Ça fait longtemps quand même qu'on est venu au studio. Pas pour nos auditeurs qui peut-être ne voient que 2 semaines qui ont passé, mais les derniers qu'on a enregistrés, c'était vraiment au cœur de l'été avec la directrice de la DPJ, Leslie Hill, ainsi que Lou, une jeune de nos logements, et Gabrielle, qui était son intervenante. Donc, des beaux épisodes qui sont un peu une suite l'un à l'autre. Donc, on vous invite vraiment à les écouter. Ils sont disponibles maintenant sur YouTube et Spotify. Mais aujourd'hui, bien ravi, on a un revenant qui est présent avec nous. Et je ne parle pas d'un fantôme. Une personne qui est déjà passée par notre podcast et qui vraiment avait envie de revenir. Donc, j'espère que ça va valoir la peine. On va avoir plein de belles questions, puis on va essayer de jaser d'itinérance, évidemment, itinérance jeunesse, et de prévention de cette itinérance jeunesse-là aussi, avec une autre invitée qui va être présente aussi pour nous parler de comment est-ce qu'on fait ça, non seulement de manière très large au Québec et même nationale, mais aussi au niveau local. Qu'est-ce qu'on peut faire en petites actions aussi qui peut aider à prévenir l'itinérance? Des fois, on voit ça, la grande prévention, ça prend vraiment des grandes actions très larges, puis ça, on voit pas le bout arriver tellement c'est long pour mettre en place des actions, mais il y a peut-être des choses qu'on peut faire au day-to-day. Alors, sans plus attendre, je vais leur passer la parole. On va voir le wide, en fait, vous deux. Donc, bonjour, je vous laisse, qui veut se présenter en premier? Ça me dérange pas d'y aller. Moi, c'est Mike. Bonjour, Mike. Bonjour. 25 ans. J'ai utilisé pas mal les ressources dans Marge 12-17 étant plus jeune. Puis je suis ici aujourd'hui pour partager un peu mon parcours en lien avec l'itinérance, puis comment je suis sorti de ça, puis où j'en suis aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir cette itinérance-là, ou les moyens à mettre en place pour accompagner ces jeunes-là qui sont dans cette situation-là un peu difficile. Mm-hmm. T'es très impliqué, en fait, là, puis depuis que t'étais passé pour parler d'un épisode plus sur la fugue, donc on parlait vraiment plus des ressources à ce moment-là dans Marge, des services que tu avais utilisés, un peu d'autres ressources, oui. Mais aussi de ton parcours plus vraiment jeunesse. On peut peut-être aller au-delà de ça aujourd'hui. Et t'es un jeune qui est sur notre CA encore cette année, donc merci pour ta belle collaboration et d'être ici. Merci. Mais t'es pas tout seul, t'es accompagné. Yes. Oui, salut. Mon nom, c'est Anne Lauzon. J'occupe présentement le poste de la coordination de la prévention de l'itinérance jeunesse à Dans la rue. Je travaille dans la rue depuis bientôt 6 ans déjà. J'ai commencé en tant qu'intervenante au bunker, notre hébergement d'urgence, que j'aurai l'occasion là, d'en parler plus tantôt. Puis j'ai occupé aussi un poste dans notre programme scolaire chez POPS pour ensuite me diriger vers un poste de coordination depuis maintenant bientôt 3 ans, je pense. C'est ça, fait que j'ai eu l'occasion quand même de faire, d'expérimenter plusieurs points de service à Dans la rue. Fait que je suis super contente d'être ici aujourd'hui là, pour pouvoir vous en parler un peu plus. Enfin, Dans la rue, qui est présente sur le podcast. Pour ceux qui connaissent pas Dans la rue, les 3 personnes peut-être qui écoutent, c'est un organisme qui travaille vraiment de manière conjointe avec En Marge aussi. On est très reliés, on a des services très, très similaires à Montréal, mais aussi au Québec. Là, il n'y en a pas beaucoup qui offrent exactement ce qu'on fait, particulièrement quand on parle du bunker, l'hébergement d'urgence pour les jeunes mineurs. Mais bienvenue, merci d'être avec nous. Bien hâte, plein de petites questions intéressantes à vous poser. Mais avant, on a une tradition. Hein? Puis Mike, tu vas reconnaître cette tradition.
Normalement, on demande aux invités de nous amener un petit objet qui évoque la marginalité. Et la marginalité jeunesse peut-être un peu plus, mais la marginalité de manière générale. Donc, quelque chose qui vous parle plus spécifiquement. J'ai envie d'y aller avec Mike. Mike, la dernière fois, tu nous avais amené une cassette qui est derrière toi. Veux-tu nous répéter pourquoi tu nous avais parlé de cassette? J'avais parlé de cassette parce que c'était des journées qui se répétaient dans la feuille. C'est à force d'être en feuille, tu répétais les mêmes journées, t'avais plus rien à faire. Donc, j'avais pris la cassette pour cette raison. Puis, as-tu une suite de réflexions maintenant que tu es là? Il n'y a pas nécessairement un deuxième objet, mais après la fugue, l'itinérance, as-tu peut-être quelque chose qui représente plus ça? Ben, moi, ce qui représenterait plus l'itinérance, c'est un sac à dos. C'est pas mal le seul objet que j'ai eu en ma possession pendant tout mon temps d'itinérance. Mm-hmm. C'était un précieux, mettons. Puis encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté à sortir sans avoir un sac à dos sur le dos. C'est comme rester. C'est difficile de vivre sans parce que j'ai eu l'habitude de vivre avec. Donc, je trouve que ça représente bien la situation, du moins pour moi-même. Donc... Toujours un petit baluchon de survie. Ouais. Merci pour ton partage. Maintenant, Anne, bien hâte de voir, c'est quoi ton objet? Oui, en fait, je vais sortir ça de mes poches. Je l'avais caché. J'ai ici une petite montre, en fait. C'est ça, quand on m'a demandé de réfléchir un peu à ce que la marginalité représentait en l'associant à un objet, c'est clairement, je suis teintée de mon expérience de travail qui est super axée sur la prévention de l'itinérance. La montre, pour moi, représentait un peu le fait que il faut vraiment prendre le temps, dans le fond, de bien accompagner les jeunes pour essayer de prévenir plusieurs enjeux qu'ils pourraient vivre ou qui vivent peut-être présentement. Fait que c'est ça, c'est tout relié au temps qu'on prend avec ces jeunes-là, puis c'est ça, les choses qu'on essaie de faire le plus efficacement aussi avec ce temps-là. Fait que voilà. Oui, j'imagine autant dans chaque rencontre qui doit prendre le temps, mais aussi que la prévention, ça prend du temps pour en voir les effets, j'imagine. C'est vraiment une belle image. Merci. Écoutez, prévention de l'itinérance jeunesse, on s'est dit qu'on allait un peu y aller de manière chronologique, donc de repartir un peu du point de départ qu'on avait avec Mike l'autre fois, puis expliquer peut-être un peu plus les services d'abord pour les personnes qui connaîtraient un petit peu moins. C'est sûr qu'en marge, personnes qui nous connaissent, qui écoutent l'épisode, j'imagine, connaissent un petit peu ce qu'on fait, mais généralement, c'est un hébergement d'urgence 24/7 qui est notre base, ce qui est la même chose que le bunker. Donc, tu veux-tu nous parler peut-être un peu plus des spécificités du bunker pour qu'on mette la table? Oui, le bunker, on n'est pas 24/7. On aimerait bien l'être peut-être éventuellement. Yeah. Mais pour l'instant, on est un hébergement d'urgence pour les jeunes âgés de 12 à 21 ans. Donc 22 ans moins un jour. Vous n'êtes pas 24/7, mais vous avez quand même d'autres services qui sont offerts aussi, là, qui viennent un peu balayer quand même. Exact, c'est ça. Dans la rue, c'est quand même c'est assez gros comme organisme. Dans le fond, on a plusieurs points de service. Le bunker, dans le fond, c'est ça. C'est un hébergement d'urgence ouvert. On ouvre en soirée, puis on est ouvert toute la nuit jusqu'au lendemain matin pour pouvoir accueillir les jeunes dans un endroit qui est sécuritaire pour la nuit. Ensuite de ça, on a aussi notre centre de jour qui est ouvert du lundi au vendredi pendant les heures d'ouverture là, de 9 à 5. Okay. Puis, c'est ça. Le centre de jour, on peut accueillir des jeunes à partir de 16 ans jusqu'à 26 ans moins un jour. Puis le centre de jour, c'est vraiment un endroit où on a multiples services, dépendamment des différents besoins des jeunes. On peut les accompagner dans toutes sortes de projets, puis on pourra en discuter plus en détail tantôt. Là, Mike, il a participé à certains services là, offerts par le centre de jour, puis c'est ça, dépendamment des besoins, c'est ça, ces services-là sont disponibles aux jeunes. Mm-hmm. On a aussi le point de service des logements, qui est
C'est ça, qui est un logement, un logement plus stable qu'on offre pour 5 ans, mettons, pour les jeunes qui sont rendus là dans leur cheminement, puis qui aimeraient, c'est ça, apprendre la vie autonome en logement, puis on a des intervenants sur place, mais ils sont pas là 24/7. T'sais, fait que c'est vraiment... c'est quand même assez autonome. Oui, c'est quand même assez autonome, exact, mais il y a quand même un support qui est présent pendant certaines heures de la semaine pour les jeunes qui habitent là puis qui aimeraient entreprendre certaines démarches. Puis j'aime ça faire le lien, justement, tu parles de logement. Notre dernier épisode était là-dessus, sur nos logements sociaux en marge. Là, fait que les gens vont peut-être faire des liens, justement. Je trouve ça cool parce que vous autres, c'est vraiment plus long. Vous faites du 5 ans, justement. Est-ce que c'est des jeunes qui sont qui ont des services, dans le fond, qui sont passés par vos services, qui doivent... Est-ce que c'est une condition, dans le fond? Pas nécessairement. Auparavant, oui, on faisait ça comme ça. On a un peu changé la recette là, dans les dernières années. Dans certains cas, on va accepter des références directement des centres jeunesse. Fait que pour des jeunes qui arrivent à leurs 18 ans puis qui doivent transitionner hors de leur milieu de vie actuel, c'est arrivé qu'on a hébergé ces jeunes-là puis qu'on les a embarqués dans le programme de logement. Fait que c'est ça. Tu sais, ça peut être des références externes maintenant. C'est pas obligé d'être des jeunes qui sont passés chez nous. Ben, c'est bien. Puis toi, Mike, justement, pour te passer la balle, comment tu as navigué à travers tous ces services-là? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais nous partager? Que ce soit sur le bunker, sur le POPS, les logements, je pense pas nécessairement, mais peut-être que tu connais des gens qui sont allés. Ben, les logements, c'est qu'il y a un autre programme de logement avec l'OMHM qui est aussi avec le POPS. Ouais. Puis moi, j'y participe. Ça fait 2 ans que j'ai mon logement avec ce programme-là. Je paye 25% de mon revenu. Avec les PSL, en fait. Ouais, c'est ça. Pas de programme de supplément au loyer. Ouais, c'est ça. Hein? Exact. Donc, j'ai fait partie de ce programme-là. J'y suis encore, d'ailleurs. J'ai utilisé le bunker autant en étant FUD qu'en étant en situation d'itinérance. J'ai dormi là-bas. J'ai mangé là-bas parce qu'on peut manger le soir quand on y va aussi. Ouais. J'ai utilisé le service de vétérinaire parce qu'ils ont un service vétérinaire. Ils ont aussi un service de don où ils donnent des vêtements. Des fois, ils donnent de la nourriture d'urgence. Je sais plus comment ça s'appelle. Un kit... voyons. C'est ça, on l'a pas. Là. Un sac de dépannage. Oui, c'est ça. Un sac de dépannage de bouffe. Il y a l'école, je crois aussi, que j'ai utilisé. Les repas du dîner, le déjeuner. Ouais. Les accompagnements. C'est là-bas que j'ai fait mes impôts aussi. J'ai été accompagné par une intervenante. Pour avoir le logement, j'imagine. Ça a dû aider. Pour avoir 25%. Oui, mais à 19-20 ans, genre, j'ai fait 3 ans d'impôts pour être à jour parce que je savais pas qu'il fallait que je sois à jour. Fait que j'ai eu cet accompagnement-là. J'ai eu des accompagnements pour aller à Delors-Cormier. Fait que j'ai eu la présence d'intervenants qui ont pu me soutenir dans ces accompagnements-là. Pour pas être laissé tout seul à moi-même. Donc, ouais. Puis, comment ça se passe, le retour scolaire? Je sais qu'en ce moment, c'est une partie importante de ta vie. Comment tu dirais que ça se passe pour toi? Quand j'ai commencé, il y a 1 an et demi, ça se passait pas super bien. C'est vraiment difficile de se retrouver dans une routine, de se lever tous les matins, d'aller à l'école, d'être resté dans une classe, de travailler. Quand tu es habitué d'être dans la rue, de rien faire, d'avoir aucun engagement, aucune routine, aucun objectif, si on veut. Donc, ça m'a pris quand même beaucoup de temps avant de me stabiliser par rapport à l'école. Puis, j'ai encore de la misère aujourd'hui parce que là, on a eu les super belles vacances d'été. Puis depuis le retour des vacances d'été, j'ai encore beaucoup de misère à me refaire une routine. Je pense que c'est ce qui a été le plus dur en essayant de retourner à l'école, c'est de avoir en fait tout court, parce que j'en avais pas, une routine stable, un objectif, un but, un engagement. On peut dire que tu l'as égaré durant les vacances d'été. Oui, un petit peu beaucoup égaré même. Ouais. Ça ressemble à quoi tes vacances?
ressemble à quoi mes vacances? Je suis allé à la Ronde. Je suis allé 2 fois dans un camp familial où j'ai pu me permettre de prendre des vacances avec mes amis, mon entourage, que j'aime beaucoup. J'ai été au gym. Ah, cool. J'ai pu profiter de mon logement parce que pendant l'école, quand j'ai commencé à être stable, j'y allais vraiment à temps plein. Ouais. Donc, je passais vraiment beaucoup moins de temps chez moi. Donc, j'en ai aussi profité pour jouer au jeu, passer du temps avec mes chats, juste profiter de mon logement à moi un peu, d'avoir le droit de pas sortir puis de juste vivre mon moment chez nous. Là. Donc, j'ai aussi fait ça. Mhm. Prendre soin de moi un peu. Tu te recherches un objectif un peu aujourd'hui, c'est ça que je comprends. Parce que je trouve ça quand même un peu surprenant parce que tu es impliqué dans tellement de choses en ce moment, dans la prévention de l'itinérance jeunesse aussi. Tu parles un peu de ton vécu, mais aussi tu poses action dans le fond dans ce qui devrait être amélioré dans divers services, que ce soit de la DPJ, que ce soit dans les ressources communautaires, que ce soit dans le corridor de services aussi, dans les réseaux de la santé. Fait que je trouve ça quand même intéressant que moi, on dirait que je les vois, tes objectifs. C'est drôle. Ouais, des fois, j'ai de la misère à aller voir, mais c'est vraiment, je pense, de me relever le matin puis d'aller à l'école, d'aller m'asseoir dans une salle de classe qui est vraiment difficile. Mm. Mais j'essaye. J'y vais au jour le jour. Puis quand je suis en classe, je suis bien content. Je suis allé la semaine passée, j'ai fait mes examens. Fait que je suis pas là, mais je suis là. Mm-hmm. J'y vais au jour le jour. Ouais. Ouais. OK. Puis toi, Anne, comment tu vois ça? La motivation, justement, dans le centre de jour, le POPS, l'école, un peu, t'as passé un peu par là. Fait que je me demandais, on n'a pas ça du tout en marge, là, cette partie-là. Fait qu'on a beaucoup des jeunes que nous, qui ont fréquenté notre ressource, qui sont passés par là. Comment est-ce que tu vois ça? La motivation, c'est un peu similaire à ce que Mike décrit? Oui, puis tu sais, si je peux rajouter un peu là, sur le programme scolaire à Dans la rue, tu sais, je pense que ce qui nous différencie vraiment de l'école telle qu'on la connaît, mettons, c'est les moyens alternatifs qu'on met en place pour les jeunes qui auraient de la difficulté justement à trouver cette motivation-là ou de la difficulté à se créer une routine. Tu sais, on a vraiment un cadre scolaire qui est très, très, très flexible, dans le sens où on n'est pas... on n'oblige pas une présence en classe vraiment du lundi au vendredi de 8 à 3. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que ça vient avoir quand même un gros impact positif sur le cheminement de plein de jeunes qui ont cette volonté-là de faire un retour aux études puis d'aller chercher un diplôme d'études secondaires, puis possiblement, il y en a plein là, qui passent par chez nous, qu'ils vont chercher le diplôme secondaire, puis même ils se rendent à aller faire des DEP, des DEC, j'en ai vu même aller faire des bacs par la suite. Tu sais, fait que ça vient vraiment jouer un gros rôle, je pense, la manière de l'école de fonctionner, puis d'être adapté aux besoins de ces jeunes-là qui passent chez nous. Fait que, ouais. Ben, je peux te confirmer que notre point de vue en marge aussi, on l'a vu quand même pas mal de fois. Là, beaucoup de jeunes qui sont accrochés, qui avaient quasiment plus rien, mais ils se disaient OK, il faut que j'aille à l'école au POPS quand même. Puis c'est correct, des fois, si ça manquait, ils savent qu'ils sont pas rejetés. Ah, mais on se revoit à la prochaine session. C'est vraiment, on s'adapte. Fait que ça, c'est. Exact. On est content que ça tienne encore. Oui, puis. Malgré le COVID et tellement d'aléas de la vie. Là. Exact, c'est ça. Puis l'école, tu sais, c'est tellement un lieu. Justement un lieu d'attachement pour des jeunes que quand il y a, tu sais, justement, on parle de prévention d'itinérance jeunesse, c'est quand même identifié que les milieux scolaires, c'est quand que ça arrive que les jeunes décrochent, c'est un point de rupture qui est assez important dans leur vécu. Il y a quand même des jeunes qui ont exprimé, tu sais, si dans ma vie, quand j'étais plus jeune, il y aurait eu des gens qui auraient réussi à me garder à l'école, ça aurait changé énormément de choses dans mon cheminement. D'être motivé, puis d'avoir peut-être un peu plus de flexibilité dans certains contextes. Oui, ça puis ouais,
En fait, c'est ça, d'offrir un cadre qui est plus souple puis qui est plus adapté à la réalité de certains jeunes. Parce que c'est sûr que quand on vit des difficultés, tu sais, c'est pas un secret pour personne, là, quand on vit des difficultés à l'extérieur, à la maison ou dans d'autres milieux, juste d'aller à l'école, de rester assis dans une classe à temps plein toute la semaine, puis de se concentrer sur de la matière, puis après ça, de performer cette matière-là pour aller chercher des notes qui sont nécessaires, c'est quasi impossible dans certaines situations. Pour certains jeunes qui vivent des difficultés multiples à l'extérieur de la salle de classe. Fait que c'est sûr que c'est ça, un cadre plus souple, ça peut permettre justement à ces jeunes-là d'atteindre leurs objectifs, mais aussi de les garder dans un milieu sain, dans le fond. De les garder rattachés à quelque chose, rattachés à un objectif prochain ou à un projet futur. Fait que c'est ça. Puis, tu parles d'école, je peux pas m'empêcher. D'habitude, je pense que l'image qu'on a de l'école, c'est l'école plus traditionnelle généralement, mais moi, c'est sûr qu'avec Dans la rue, en marge, je pense beaucoup au centre jeunesse aussi, puis l'école qui est offerte là. Est-ce que, je m'en vais un peu plus loin, justement, tu parles de prévention d'itinérance. C'est une action qui me semble assez locale de prévention d'itinérance jeune, en fait, d'avoir une espèce d'ancrage comme ça qui permet de réduire, j'imagine, les risques qui sont liés à l'itinérance jeunesse. Mais aussi, si on peut le faire plus jeune, ça serait un peu mieux. Dans ton rôle aussi de prévention plus locale, est-ce que tu es allé peut-être parler dans les centres jeunesse, voir un peu qu'est-ce qui se faisait dans ces écoles-là, puis comment tu qualifierais la qualité, pas la qualité nécessairement de l'éducation, mais la qualité de la structure qui est mise en place pour les jeunes qui, vont souvent arriver justement à votre école POPS par après, j'imagine? Oui, c'est ça. J'ai pas eu l'occasion d'aller directement m'entretenir là, avec les centres jeunesse par rapport à cet enjeu-là. C'est sûr, moi, dans mon rôle présentement, on est en développement de projet là, en lien avec les milieux scolaires et la prévention de l'itinérance. C'est un projet qui est concerté. On est quand même une table de plusieurs organismes qui y travaillent. C'est un projet sur le long terme. Il y a plusieurs volets. Présentement, on est au début là, du développement. Fait que on est à la première étape qui est on a développé un atelier de prévention sensibilisation qui est fait pour être offert aux jeunes dans les salles de classe. L'atelier a 2 angles. La première, c'est la sensibilisation à l'itinérance en général. Ça a quand même été exprimé par par plusieurs membres du personnel scolaire qu'il y avait beaucoup de questionnements qui sortaient par rapport à l'itinérance dans leur salle de classe. Parce que malheureusement, on a comme une hausse qu'on n'a jamais connue avant au Québec. Présentement. Fait que c'est sûr que ça apporte beaucoup de questionnements de la part des jeunes adolescents qui sont des fois témoins de certaines choses là, à l'extérieur dans la rue. Fait qu'on a quand même développé... Oui, c'est ça. On a développé ce contenu-là pour pouvoir démystifier certaines choses, puis... Comme ça aurait un objectif de sensibiliser la population générale à ces problématiques-là. Le deuxième angle, c'est vraiment l'angle de prévention d'itinérance jeunesse. Fait que les jeunes qui sont dans la salle de classe, puis qu'ils identifient des choses que peut-être eux vivent dans leur vie personnelle, desquels on parle dans l'atelier, on leur offre, dans le fond, de l'aiguillage vers qui se tourner dans certaines situations. Fait que de cette façon-là, ça vient un peu mettre en lumière des difficultés que les jeunes peuvent vivre, puis qui, en temps normal, ils associeraient jamais ça à un risque de vivre l'itinérance, comme... je sais pas, je me chicane souvent avec ma mère, fait que je vais dormir sur le couch de mon ami ou whatever plusieurs fois pendant la semaine, tu sais. Fait que ça, c'est comme quand les jeunes pensent à ça vite comme ça,
ils se considèrent pas vraiment en situation d'itinérance, mais c'est quand même une forme d'itinérance cachée quand on c'est des nuances qui sont importantes aussi quand tu vois pas où est-ce que ça peut aller aussi, quand ça commence comme Exactement. Fait que c'était un peu de mettre en lumière ces enjeux-là avec les jeunes pour qu'ils puissent identifier genre, OK, je suis peut-être en train de vivre une situation qui pourrait comme dégénérer puis se développer à un problème plus gros que je pense ou comme... Fait que peut-être c'est bien que j'aille demander de l'aide tout de suite, tu sais. Fait que c'est un peu ces deux angles-là qu'on essaie de prendre dans cette offre d'atelier-là pour l'instant. Il y a certains partenaires qui ont pu la présenter à certaines salles de classe, à certaines maisons de jeunes même. Ouais. Ça a été quand même super bien reçu, fait qu'on est bien content puis on a hâte de voir la suite là, avec ce projet-là. Je te vois sourire, Mike. Qu'est-ce que tu penses de ces ateliers-là? J'imagine que tu as été un peu... Non, mais c'est parce que là, je trouvais qu'on était centré pas mal juste sur l'école. Mais là, j'ai entendu Maison des jeunes. Fait que j'étais content parce que je pense que c'est aussi... important d'aller vers la Maison des jeunes, mais aussi de se tourner vers les centres jeunesse. Ou peut-être même... moi, je vais loin, là, mais dans les milieux carcérales. Je sais pas si ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui, mais la LSJPA... ça reste des jeunes qui ont des risques de vivre dans une situation d'itinérance. Fait que je vois pas pourquoi il y aurait moins d'importance que n'importe quel autre être humain sur Terre. Ouais, je pense que ce serait bien aussi d'aller collaborer avec eux, puis de leur parler, puis de parler des ressources qui existent, de les accompagner du mieux qu'on peut, selon nos connaissances et selon ce qu'on a d'acquis. Oui, parce que c'est certains milieux, des fois, on oublie, ou en tout cas, on néglige un peu aussi quand on parle d'itinérance. On est pas mal, des fois, avec nos œillères d'organismes qui travaillent en itinérance directe. Puis, tu sais, on parle de maisons de jeunes, tu sais, on collabore pas toujours avec des maisons de jeunes. Puis, pourtant, quand on parle de prévention, c'est quand même... On devrait. On devrait. Puis Mike, as-tu eu des liens avec des maisons de jeunes? Est-ce que tu collabores avec des maisons de jeunes des fois un peu? J'ai pas collaboré avec des maisons de jeunes. J'ai déjà côtoyé des maisons des jeunes étant moi-même plus jeune. Ouais, okay. C'était un moyen pour moi de fuir un peu la maison, là, puis la réalité. Donc, c'est pour ça que je pense que ce serait bien d'aller collaborer avec ce genre de milieu-là parce qu'il y a probablement des jeunes dans le besoin qui seraient intéressés par nos services, puis... Oui, parce que retour à l'école. Il y a l'école qui existe, qui est large aussi, mais je pense qu'un des gros enjeux, c'est vraiment de cibler les jeunes qui sont le plus à risque. Puis quelque chose de très général qui peut être expliqué sur ce que c'est l'itinérance, en effet, mais après, d'aller cibler directement les jeunes, il faut vraiment avoir une grande collaboration, j'ai l'impression, avec les profs puis les spécialistes là, qui travaillent aussi au sein des écoles pour vraiment aller cibler ça. Puis bon, les écoles, c'est pas nécessairement... super top shape en ce moment avec les gens qui y travaillent, qui sont super des belles personnes, mais qui peut-être sont un peu understaff, pour dire en bon français. Donc, je pense que c'est peut-être difficile en ce moment. J'imagine qu'il y a peut-être des enjeux à ce niveau-là pour la collaboration, mais je pense que tout le monde veut un peu la même chose, c'est que justement ces jeunes-là soient ciblés puis soutenus. Mais le fait d'aller directement dans les maisons de jeunes pourrait peut-être être un angle intéressant où ils sont déjà un peu en recherche ou en quête de quelque chose, puis ils s'identifient peut-être pas à un groupe en particulier, tout ça. Ils cherchent peut-être à faire quelque chose, comme tu dis. Fait que c'est peut-être un bon angle, puis on en connaît quand même pas mal aussi, pour en marge, je veux dire. Là, mais ouais. Puis si je pivote un petit peu, tu parlais aussi, Anne, de consultation que tu fais avec les jeunes. Justement, tu veux-tu nous parler un peu plus de ça? Oui. En fait, c'est ça. Mon rôle consiste aussi à actualiser nos services cliniques dans la rue. Et dans le fond, on a quand même remarqué, on en a parlé un petit peu tantôt, la pandémie en 2020, quand elle est arrivée, est venue un petit peu chambouler nos façons de faire, les gens qu'on recevait dans nos services. Là, tranquillement, la pandémie, ça s'est placé, ça s'est stabilisé, on est sorti de là, heureusement. Oui, on est prêt pour la prochaine. C'est ça. Mais on a quand même remarqué que les besoins puis le profil des jeunes, jusqu'à un certain niveau, avait quand même changé.
sais, pas totalement, parce qu'il y a toujours eu des enjeux de santé mentale, des enjeux de consommation. Tu sais, c'est pas des sujets avec lesquels on n'est pas habitué. Par contre, il y avait quand même un sentiment général là, des intervenants sur le terrain de me semble que c'est plus intense qu'avant. Fait que là, de là est venue l'idée, justement, de se dire, écoute, ça fait un petit bout qu'on fonctionne d'une telle manière. On va aller consulter les jeunes qui fréquentent nos services pour voir si notre façon de fonctionner est encore d'actualité, si elle répond encore bien aux besoins des jeunes dans nos services. Fait que voilà, j'ai organisé plusieurs rencontres là, d'un comité aviseur jeune que j'ai formé. C'est un comité qui, il n'y avait pas de gros engagements. Je le faisais une fois par mois. Puis les jeunes qui étaient disponibles puis qui voulaient participer pouvaient le faire. Puis l'objectif, c'était un peu de réfléchir collectivement avec ces groupes de jeunes-là à c'est quoi vos besoins? Est-ce que dans la rue, il répond adéquatement? Puis, qu'est-ce que vous voudriez voir se développer ou qu'est-ce qu'on pourrait créer avec vous là, qui répondrait peut-être à des besoins qui ne sont pas répondus en ce moment? Est-ce que vous avez les résultats? C'est un work in progress. C'est quand même pour essayer d'avoir comme un portrait global. Là, ça prend quand même du temps de consulter la plus grande diversité de jeunes possible. On revient à la petite montre là, et le temps. Hein? Exactement. C'est ça. Fait que on a quand même identifié certains éléments qui nous ont permis justement de développer, d'ouvrir, comme dans le fond, de créer un nouveau poste d'accompagnement, de liaison accompagnement pour spécifiquement les mineurs ou les jeunes qui viennent tout juste de transitionner, dans le fond, des services de protection de la jeunesse. C'est quand même une grande proportion des jeunes que vous voyez, là, surtout oui. Wanker, j'imagine. Oui, exactement. C'est quand même... c'est plus que la moitié des jeunes chez nous qui viennent de la protection de la jeunesse ou qui sont passés par là. Puis on a quand même aussi une grande proportion de jeunes qui ont eu dans leur cheminement un double statut, fait qu'un double mandat LPJ et LSJPA. C'est sûr que quand... Je ne l'ai pas fait tantôt, mais tu veux-tu nous clarifier les termes oui. pour les gens qui peut-être sont comme, c'est quoi ces acronymes-là? Bien sûr. LPJ, Loi de la protection de la jeunesse. LSJPA, Loi sur le système pénal pour adolescents. C'est ça? LSJPA. Pour les... Ah. Mon Dieu. Ça m'échappe aussi, mais essentiellement, c'est le système pénal pour les jeunes qui sont sous la protection de la jeunesse, généralement aussi. Exactement. Ça peut dépasser le 18 ans à ce moment-là. Oui, exact. Fait que voilà, tu sais, quand les jeunes, ils se retrouvent avec ce double statut-là, ben, ils sont encore plus à risque de vivre certaines choses. Puis quand on parle de consultation, justement, Mike, as-tu répondu à ces consultations-là? Dans la rue? Les comités? Oui, c'est ça, dans le comité aviseur. Ben, j'ai commencé une rencontre avec eux. Puis c'est justement, on parlait au début, on a fait un nouveau code de vie pour dans la rue qu'on va afficher éventuellement sur les murs de l'étage du rez-de-chaussée. Donc, c'est bien. Tu sais, des fois, je pense que c'est pas nécessairement juste de changer tout ce qui est là, mais de mettre en lumière qu'est-ce qui fonctionne vraiment bien, puis de s'assurer que ça demeure aussi. Fait que j'imagine que c'est un peu ça, là. Un code de vie, c'est des éléments qui étaient pertinents pour vous, puis que vous avez eu envie de remettre de l'avant-scène, j'imagine. Oui, exactement. Ouais. Des fois, ça traîne un peu, puis il faut refaire nos choses. Mais on est en planification stratégique en marge, justement, vous autres aussi. Ça ressemble un petit peu à une espèce de réflexion sur, sans nécessairement en être une. Là. C'est bien de toujours se remettre en question. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que les besoins, ils changent avec le temps. Comme toute chose, à un moment donné, les affaires évoluent, puis c'est bien, je pense, pour tous les organismes de se remettre un peu en question, puis se remettre dans des réflexions, puis
puis actualiser les pratiques là, une fois de temps en temps, parce que sinon, je pense que ça peut... ça peut nous faire passer à côté de la traque sur certaines choses, de ne pas le faire. Fait que si on veut aider, je pense, le plus de personnes possible, c'est qu'il faut, c'est ça, il faut adapter le plus possible à leurs besoins actuels. Oui, les besoins, puis tu as dit les pratiques aussi. Des fois, c'est la manière de faire aussi qui est un peu différente. Comment rejoindre les jeunes, puis garder ce lien-là pour être capable de les accompagner dans ce qu'elles vont vivre. Fait que c'est aussi tout est dans la manière, pour citer un grand poète. Puis, je me demandais également si on va un peu plus large après la transition vie adulte un peu. Il y a des enjeux d'itinérance qui sont un peu plus larges également, dans lesquels je pense que vous vous impliquez. Il y a la coalition Jeunes Plus aussi qui émane Dans la rue. Mike t'en fait partie également. Oui. Je me demandais, c'est quoi tes implications par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des causes qui te tiennent à cœur, des enjeux que tu as envie de soulever, de partager? Parce que tu t'impliques dans plein de choses, je l'ai dit tantôt, là, j'en dirais que je ne veux pas te mettre trop on the spot, mais tu es un peu on the spot en ce moment. Fait que tu as un peu choisi ça. Mais comment est-ce que... Y a-t-il des éléments, dans le fond, qui sont vraiment super importants pour toi et que tu as envie de mettre en lumière quand on parle d'itinérance jeunesse ou des injustices que tu vois qui devraient être mises en lumière? Ouais, moi, c'est plus qu'est-ce que je veux changer en m'impliquant, dans le fond. Ouais. C'est un peu ça, dans le fond. J'aurais pu être plus simple, hein, ma question. Oui. Déjà, j'aimerais qu'il y ait plus de logements sociaux. Ouais. À l'heure actuelle où on se parle, les logements sont impayables. Moi, si ce ne serait pas de la subvention, je serais encore en date d'aujourd'hui en situation d'itinérance. Donc, je remercie cette subvention de me permettre d'avoir un toit sur la tête. Je changerais aussi le système de la DPJ. Au complet. On peut le brasser. Probablement, oui, c'est ça, un petit mélange, là, question qu'il y ait du changement qui se fasse au sein du système. La manière que les jeunes sont traités dans leur milieu de vie, si on veut. Je changerais probablement aussi les écoles là-bas. Ben, tantôt, c'est ça, on parlait un peu de comment ça fonctionnait. J'ai pu poser la question à Anne, mais justement, toi, qu'est-ce que tu penses des écoles? T'es passé par là aussi? Ben, t'es obligé d'y aller, sinon t'as des conséquences. Fait. C'est quoi le genre de conséquences? Ben, genre, t'as 1 heure de télé par jour, ben, ils vont te l'enlever. Tu souperas pas avec les autres personnes, tu vas rester dans ta chambre. Tu vas aller en retrait. Fait t'es comme, t'es déjà presque tout le temps tout seul, mais là, si tu manques l'école, ben, t'as une conséquence, donc t'es encore plus tout seul. Donc, t'avais pas le choix d'y aller, même si ça tentait pas. Donc, tu peux pas nécessairement y aller à ton rythme. Puis moi, c'est ce que j'aime dans l'école où je suis actuellement, c'est que j'y vais à mon rythme, selon mes besoins, pas selon ce que les autres veulent pour moi. Donc, je changerais ça. Penses-tu que c'est réaliste? Pensez-vous que c'est réaliste que ça change? Est-ce que vous voyez un monde dans lequel, dans l'institution comme ça, c'est adapté vraiment aux besoins des jeunes, de ce qu'ils vivent et moi, je pense que plus qu'on prend la parole, plus il y a de chances qu'il y ait des changements qui se font. Je pense. Ben parfait, je vais te réinviter. Moi, j'ai espoir. Chaque 2 semaines. Pas de problème. Je le sais. Non, j'ai espoir que si on se met en groupe puis qu'on nomme ce qu'on a nommé, si on fait des conférences. Moi, j'ai fait des conférences dans les écoles où c'était des gens qui étaient éducateurs en centre jeunesse, des gens qui étaient travailleurs sociaux, des gens qui étaient psychoèdes. Puis c'est des gens qui ont écouté mon parcours puis qui ont écouté les changements que je voulais apporter au sein de la DPJ. Puis même si ça touche juste une personne, ben, c'est une personne à chaque fois de plus que tu touches. Fait qu'à force d'en toucher, ben, je me dis que ça va aller toucher plus haut. Puis en touchant plus haut, là, il y a une possibilité d'avoir un changement au sein de ce système-là qui est vraiment difficile à saisir, si on veut. Là. Bon. Tu sais, on a eu Leslie Hill, qui est directrice nationale de la DPJ sur notre podcast. Il y a 1 ou 2 épisodes, là, elle était un peu sur les 2, justement, parce que c'était un gros épisode. Qui est venu parler, puis avec moi, mais aussi avec une jeune, Lou, qui est passée aussi par nos services, qui est dans nos logements en ce moment, et qui avait quand même quelques mots à dire sur comment le système était. Je pense que la discussion est allée vers quelque chose d'optimiste, quand même, de la part de Lou, mais sans nécessairement ignorer la situation réelle qui est là. Tu sais, ça fait quand même longtemps que tu es passé par le système en étant mineur, mais Lou, ça faisait pas si longtemps quand même, puis il y a encore beaucoup d'enjeux. Donc, on peut pas juste dire que ça fait super longtemps non plus. Il y a des choses qui sont très actuelles.
qu'est-ce que tu penses de Leslie Hill? Est-ce que tu as espoir en Leslie Hill? Oui. Oui? Oui. Qu'est-ce qui te donne espoir? J'ai su qu'elle avait fait partie du collectif des ex-placés de la DPJ, puis c'est avec eux que j'ai fait des conférences dans les écoles, universités, auprès des personnes qui travaillaient en centre jeunesse ou qui étaient travailleurs sociaux, pour essayer d'apporter du changement au niveau du système. Donc, je me dis que si elle faisait partie de ça, c'est qu'elle est consciente de la mission au sein du système. Elle est consciente de la voix des jeunes, puis elle sait qu'il y a des changements à apporter dans le système. Puis je pense qu'elle va faire tout ce qui est en son pouvoir pour apporter ces changements-là du mieux qu'elle peut, je pense. C'est ça, tout ce qui est en son pouvoir. Est-ce qu'on a confiance que tout ce qu'elle peut faire, c'est assez? On espère. Puis, tu sais, je pense que... Tu sais, moi, j'ai encore beaucoup d'espoir par rapport à des changements de système. Tu sais, je pense qu'on a vu dans les dernières années, on en parle de plus en plus de ce qui fonctionne pas. Il y a certaines situations qui ont été médiatisées, que ça a apporté l'attention là, du public sur certains enjeux qu'il y a vraiment là, dans ce service-là, dans ce système-là, en fait. Puis ouais, je pense que tu sais, j'ai quand même aussi eu l'opportunité là, d'échanger avec des éducateurs là, par rapport à le fonctionnement du système, puis qu'est-ce que eux en pensent aussi. Puis tu sais, je pense que les éducateurs aussi, ils veulent un changement jusqu'à un certain point, tu sais. Moi, en tout cas, ce que j'en ai compris, puis ce que j'ai pu analyser de la situation, c'est que même à l'intérieur du système, les acteurs principaux, ils sont comme, OK, il faut changer des affaires, là. Nos fonctionnements ne fonctionnent pas comme... Nos façons de faire fonctionnent pas comme on voudrait. Si tout le monde veut que ça change, mais que ça change pas... C'est ça, c'est qu'à un moment donné, t'as le communautaire, t'as l'institutionnel, puis t'as les jeunes qui le vivent, puis tout le monde est d'accord que ça fonctionne pas, puis qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent. Fait que, tu sais, je pense que ça, veut pas, il va falloir que ça bouge un moment donné. Tu sais, il y a pas... Il y a pas personne qui va travailler à la DPJ puis qui fait ça pour aller ruiner des vies. Là, tu sais, c'est vraiment... tu sais, ces gens-là, ils sont là de bon cœur puis sont très compétents. Puis eux aussi, ils voient ces enjeux-là. Puis eux aussi, ils veulent du changement, j'ai l'impression. Fait que j'ai espoir que en gang, on va réussir à faire bouger certaines affaires. Fait que c'est ça. On continue. Puis... Justement, on se posait souvent la question sur En Marge, justement, notre collaboration avec les centres jeunesse. Je l'ai un peu abordé dans les derniers épisodes selon nos thématiques. Mais je me demandais dans la rue comment ça se passe, du coup, vos collaborations, notamment avec le bunker, quand il y a des jeunes qui viennent en fugue, justement, c'est toujours un petit peu crunchy des fois. Niveau de notre mode de fonctionnement aussi qu'on appelle, on essaie de garder ça ouvert. Je sais pas, vous, comment ça se passe? Est-ce que des fois, est-ce que par le passé, puisque ça fait quand même quelques temps que tu étais intervenant là, je me demande, est-ce que ça a été toujours le fun ou des fois, il y a eu des petits enjeux? Puis si ça tente de parler de la police aussi, tu peux y aller. Oui. Écoute, comme tu dis, il y a des situations qui sont assez crunchy quand on a des jeunes mineurs en fugue qui viennent chez nous. Tu sais, je pense que c'est ça. Je pense qu'on essaie de collaborer le plus possible pour que la situation du jeune soit le moins pire possible pour ce jeune-là. Dans le sens où la DPJ et le SPVM sont quand même, dans la majorité du temps, tu sais, d'accord à ce que les jeunes viennent dormir chez nous quand ils sont en fugue, parce que c'est quand même, c'est de la réduction des méfaits. On réduit le risque de plusieurs enjeux d'arrivée là, avec ces jeunes-là. C'est mieux qu'ils viennent dormir chez nous, entourés d'intervenants, qu'ils aillent dormir à l'arrêt d'autobus, tu sais. Fait que je pense que comme tout le monde qui est impliqué là-dedans, on est tous d'accord que oui, il faut accueillir ces jeunes-là chez nous. Il y a des enjeux, tu sais, au niveau, des fois, il y a des jeunes qui sont jugés plus à risque que d'autres.
Fait que des fois, ben le système, il fait en sorte que on va aller chercher un mandat d'amener pour aller chercher ce jeune-là qui est en fugue, puis le ramener en centre jeunesse le plus vite possible avant que telle affaire arrive puis que ça empire sa situation. Des fois, tu sais, ça, le mandat d'amener, on n'a pas le choix de l'appliquer. Là, au niveau légal, tu sais, on a pas mal les mains liées là-dessus. Là. À un moment donné, tu sais, on peut pas faire entrave au travail de la police. Fait que, tu sais, quand des situations comme ça arrivent, on essaie le plus possible de collaborer avec les services policiers et puis les éducateurs impliqués ou les TS. Pour que l'expérience de ce jeune-là, tu sais, de venir se faire ramasser par un char de police puis se faire ramener en centre, que ça peut être assez traumatisant. Fait qu'on veut que ça se passe le mieux possible. Puis c'est les grosses machines aussi, tu sais. On parle de DPJ puis on parle de SPVM. Les grosses machines qui ont les règles, puis c'est pas au day-to-day nécessairement qu'ils vont aller repenser est-ce que c'était bon pour cette situation-là. C'est par après qu'on va peut-être rechanger les règles après, avec du temps, justement. Je pense qu'on a plus de lousse dans le communautaire de pouvoir se dire, ben on va s'adapter sur ce qui se passe maintenant. Des fois, ça rentre un peu en contradiction, mais c'est sûr que des fois, on subit la loi comme tout le monde aussi, puis on veut pas nécessairement faire des entraves, mais quand même une amélioration, je pense, avec la collaboration de manière générale, autant avec l'institution que la police de notre côté. Je sais pas pour vous, comment vous voyez ça? Oui, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que c'est pas... des fois, on peut tomber sur des patrouilleurs qui sont comme pas trop au courant des procédures à suivre. Fait qu'on essaie le plus possible, tu sais, de leur expliquer, puis c'est ça, de les sensibiliser à la situation. Ben, c'est le fun que ce soit justement des patrouilleurs qui sont pas au courant des mesures à suivre. Donc, les mesures à suivre ont de l'allure, puis sont comprises et tout le monde s'entend un peu là-dessus. C'est juste que des fois, il y a des petites entraves. Ça pourrait être le contraire. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, dans la majorité des cas, je pense que dans ces situations-là de mandat d'amener, d'embarquement de jeunes, ça se passe la plupart du temps quand même bien. C'est sûr qu'on a des petits enjeux des fois de communication puis de compréhension, puis malheureusement, c'est ça, on n'est pas au-dessus de la loi, fait qu'il faut collaborer quand même si on n'est pas 100% d'accord tout le temps. Mais oui, tu sais, je pense que la communication entre l'institutionnel puis le communautaire s'est améliorée quand même dans les dernières années. Tu sais, on voit de plus en plus le SPVM, tu sais, offrir des formations à leurs patrouilleurs. Puis c'est ça, puis on voit de plus en plus l'expertise du communautaire être reconnue comme étant, tu sais, essentielle là, à certaines réalités que les jeunes vivent, tu sais. Fait que je pense que ça va de mieux en mieux tranquillement, mais c'est encore une fois, ça aussi, un work in progress, tu sais. Je pense qu'on verra pas des changements radicaux demain matin, mais le plus qu'on en parle, le mieux que ça va avancer, là. Fait que, Est-ce que vous collaborez avec la police dans d'autres instances que le bunker aussi? Nous, on est quand même collés sur Sainte-Cat, justement. On fait beaucoup de travail de rue là. Est-ce que sur Ontario, il y a des fois des petits enjeux qui se passent au POPS ou ailleurs, puis vous avez besoin de collaborer à ce niveau-là? Oui, ça peut arriver. Mais tu sais, on a quand même le SPVM, ils nous connaissent très bien au centre de jour, puis tu sais, on a toujours eu une collaboration de, tu sais, venez pas faire du repérage chez nous, mettons, que vous savez qu'il y a un jeune qui a des bonnes possibilités d'être chez nous, puis qu'il y a un mandat d'arrestation, tu sais. Ça, on n'a pas trop de problèmes à ce niveau-là, là. En général, ça se passe bien, puis les policiers comprennent qu'ils peuvent pas venir chez nous pour comme checker si quelqu'un est là puis l'embarquer, là. Je pense qu'on est aussi tous d'accord, tu sais, autant le communautaire que le SPVM, que les jeunes qui se ramassent, qui sont judiciarisés puis qui se ramassent avec des mandats d'arrestation puis des accusations, tu sais, c'est des jeunes qui ont besoin de ces services-là. Fait que, tu sais, ils vont pas, dans la plupart des cas, ils vont pas les empêcher de venir chercher ces services-là. Fait que c'est bien. Les besoins de base, là, souvent. Exact, c'est ça.
c'est ça. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, puis je sais pas si Mike, t'as envie d'en parler. Tu nous as déjà parlé sur le podcast que ça t'est déjà arrivé, malheureusement, une situation difficile avec la police. Je sais pas si t'as envie de faire un petit mot là-dessus. C'est quand même sur les ondes de saison 1, épisode 3. Ça te tente d'en parler? Moi, j'ai été arrêté là, au bunker en étant flic. Ils m'avaient amené dans l'étage du bas, puis les policiers m'attendaient dans le bureau. Ouais. Ça a vraiment brisé la confiance que j'avais envers le bunker. J'ai beaucoup discuté à y retourner suite à cette situation-là. Mais on dit bunker, puis tu sais, je voulais quand même remettre la table. C'est comme c'est la police, puis ils n'ont pas trop eu le choix non plus. Il y aurait peut-être pu avoir de la communication peut-être un peu meilleure de ce que tu dis. Non, mais tu sais aussi, j'étais jeune. Fait moi, j'étais pas au courant, mettons, qu'il pouvait y avoir des mandats. Ouais. Mais en même temps, c'est ça m'a peut-être pas été communiqué à ce moment-là, ou c'est flou parce que j'étais jeune. Fait à l'âge de 25 ans, aujourd'hui, je suis peut-être conscient qu'il y avait des circonstances à cette arrestation-là, mais étant plus jeune, j'ai perdu la confiance envers cette ressource-là au moment des faits. D'où l'importance de ne pas faire ça, que ça arrive le moins possible, parce qu'après, c'est toi qui vas pas aller utiliser les services. Puis, t'as l'air bien. Pas super motivé des fois à l'école, mais à part ça, ça va. Quand même bien motivé, tu sais. Il y a des situations, il y a de personnes que ça s'est pas bien passé aussi, puis qui ont vraiment coupé les services à cause de situations comme ça. Fait que, je trouve ça important de le répéter, particulièrement parce que toi, tu es là pour dire que c'est très important de collaborer, puis peut-être faire un peu de prévention par rapport à ça. Puis, je vois le temps qui avance quand même, justement. Le temps avance et on n'a pas tout le temps du monde non plus. Mais je voulais, justement, on parle d'itinérance, prévention d'itinérance. Je voulais savoir votre opinion, justement, sur les éléments qui s'en viennent dans notre quartier. Il y a la piétonisation de la rue Sainte-Catherine qui s'en vient bientôt-ish. C'est bientôt, mais c'est dans les prochains 5 ans aussi. Puis, ils vont pas mal tout rénover, ce qui se passe sur la rue Sainte-Catherine. Ce qui veut dire des commerces qui vont probablement fermer ou en tout cas être relocalisés. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Ça va être assez hybride. Je m'attends quand même à, on ne sait pas trop exactement, mais à beaucoup de construction dans ce coin-là pour... C'est le fun de revitaliser, mais peut-être au dépend de la vie qui se passe maintenant, qui est déjà un petit peu en décrépitude. Je me demandais si vous aviez des opinions sur ce qui se passe, les nouvelles que pendant les 5 prochaines années, ça va être un peu un champ de bataille sur la rue Sainte-Catherine. Ben moi, j'ai des inquiétudes par rapport à ça. Je pense comme beaucoup de gens. Mais tu sais, je pense qu'on parle souvent justement avec la cohabitation dans l'espace public, les démantèlements, tout ça. Il y a certains quartiers dans Montréal que les gens qui habitent dehors, ben ils chillent pas mal là. La rue Sainte-Catherine, ça en fait partie de ces quartiers-là. Avec la revitalisation de la rue, je suis inquiète que ces gens-là soient déplacés puis qu'ils perdent un peu leur repère. En fait, c'est probablement ça qui va arriver, là. Soyons réalistes. Je veux dire, ils vont faire de la reconstruction de la rue et tout ça. Fait que ces gens-là qui vivent là vont être déplacés ailleurs, malheureusement. Puis... ils vont venir plus dans votre coin, peut-être même sur Ontario, j'imagine. Peut-être. Parce qu'il y a c'est quand même un petit écosystème, là. La rue Sainte-Cat, je la passe à tous les jours pour aller en marche, de revenir quand on sort de Baudry. Tout ce petit coin-là de Berry à Papineau, c'est quand même tout son écosystème. Qui, oui, il y a des critiques dans le sens où il y a beaucoup de commerces qui ont fermé, puis la vie qui était là peut-être avant la COVID n'est plus tant là non plus, mais il y a des avantages, je pense. Évidemment, il y a quelque chose qu'on veut que ça soit fait, mais le 5 ans, et on dit 5 ans pour la construction avec la Ville de Montréal, on verra combien de temps ça prendra. Voter dans quelques semaines. Mais donc, il y a quand même beaucoup de temps, puis qu'est-ce que ça va faire sur cet écosystème-là. Il y a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup, on parle de commerce, on parle de gens qui vivent là aussi, mais il y a beaucoup de ressources qui sont dans ce coin-là et qui sont pertinentes pour les personnes qui y vivent. Fait que non seulement les personnes, mais les ressources qui sont là vont devoir se questionner. Et je parle au nom d'En Marge et peut-être au nom de Dans la rue un peu aussi, là, sur qu'est-ce qui va se passer dans cet écosystème-là. Puis dans 5 ans, ça va avoir l'air de quoi? Ce petit bout-là, tu sais. Je sais pas, Mike, toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pas mal d'accord avec Anne. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent en situation d'itinérance qui retrouvent leur repère en étant à cet endroit-là puis qui risquent de perdre ce repère-là. Moi, ayant moi-même été dans ce quartier-là en étant en situation d'itinérance,
je dormais dans le parc en arrière du métro Baudry. Puis un beau jour, ils ont décidé qu'ils fermaient le parc. Mhm. Puis ils faisaient de la construction. Mais c'était comme mon chez-moi. Je veux dire, je passais la journée là, je dormais là. Puis du jour au lendemain, j'ai comme perdu mon seul repère que j'avais dans ce quartier-là. Fait que j'étais comme perdu, je savais plus où aller, je savais pas quoi faire, je savais pas où mettre les pieds, je savais pas où aller dormir. C'était comme mon chez-moi, puis on me l'a enlevé du jour au lendemain. Fait que je suis capable de me mettre à la place de ces personnes-là qui vont perdre leur repère puis qui vont pas nécessairement savoir où se tourner. Puis je trouve que c'est un gros enjeu, là. Oui, c'est ça. Puis c'est un peu... tu sais, les gens qui vivent dehors, c'est un peu comme... Tu sais, n'importe qui là, qui loue un logement dans un certain quartier pour un certain montant de temps. Tu sais, à un moment donné, c'est que tu sais où aller pour telle affaire, puis t'as vraiment comme t'as tes repères stables. Puis c'est la même chose pour quelqu'un qui vit dehors. Tu sais, je veux dire, il va savoir, OK, ben à tel moment, pour tel besoin, je peux aller là, etc. Tu sais, fait que c'est vraiment de déplacer toujours la population qui vivent à l'extérieur, qui vivent dehors, c'est quand même très problématique. Qu'on parle de la rue Sainte-Catherine ou qu'on parle des campements ou qu'on parle de tous les trucs qui se font toujours déplacer. Je pense que ça peut avoir des effets. Ben, en fait, ça a des effets très, très, très négatifs sur ces personnes-là qui se font toujours tasser. Fait que, ouais, c'est sûr que ça amène beaucoup d'inquiétude de mon côté, ce projet. Mais on verra. Je pense qu'il va falloir les organismes qui vont être touchés par ça, il va falloir prendre le temps de réfléchir sur le long terme, là, comment qu'on voit ça, qu'est-ce qu'on peut prévoir à l'avance ou pas. Il va falloir vraiment voir avec le temps, je pense. Puis on va s'adapter, je pense, le mieux qu'on peut. On espère le voir venir et qu'il y ait des ressources qui soient mises en place pour améliorer cette transition qui aura lieu définitivement. Les campements, un petit mot rapide pour clorer tout ça. Pour clore tout ça, par exemple. Dans la rue, prévention, itinérance locale, est-ce qu'il y a des actions locales qui doivent être faites, j'imagine, pour cette prévention-là? Comment est-ce que vous agissez dans la rue par rapport à ça? Présentement, par rapport spécifiquement au campement, on n'a pas d'action spécifique par rapport à ça. C'est sûr qu'on est vocal par rapport à... on exprime là, notre position par rapport au campement, évidemment, au démantèlement, pardon. Évidemment, dans certains espaces. On est encore dans quelques années quand même là, qu'on voit ce même pattern un peu qui revient. On est en septembre en ce moment, mi-septembre, le froid s'en vient tranquillement. Exactement. On va voir la même affaire qui s'en vient. Là. C'est ça, tu sais, c'est quand même assez cyclique. Puis dans la rue, on a quand même quelques jeunes qui habitent dans certains campements. Tu sais, à chaque année, c'est la même chose. C'est sûr, les jeunes sont comme moins présents que la population plus vieille dans les campements, mais on en a quand même quelques-uns c'est des jeunes qui sont d'habitude très, très, très désaffiliés, qui se retrouvent à vivre dans des campements. Fait qu'on a des intervenants, là, je pense notamment au poste de liaison accompagnement, là, qui peuvent se déplacer puis aller voir justement certains jeunes dans ces campements-là. C'est un peu comme du travail de rue, en fait? C'est pas tout à fait du travail de rue parce que les intervenants, ils vont surtout travailler dans le centre de jour, tandis que le travail de rue, c'est vraiment c'est à l'extérieur. De proximité peut-être un peu. Ouais, c'est comme plus ça. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a certains éléments que ça ressemble un petit peu au travail de rue. Dans le sens où on va se déplacer à l'extérieur, on va faire de l'accompagnement à l'extérieur, on va, des accompagnements que ce soit comme médical, juridique, name it, là, on va pouvoir vraiment être mobile puis aller. Puis ils font beaucoup de partenariats. Dans le fond,
De liaison, justement. Exactement, c'est ça. Fait que pour essayer de rattacher des jeunes à d'autres milieux que chez Pops, parce que, tu sais, on peut pas non plus être le seul... En effet. le seul lien dans la vie de ces jeunes-là. Fait que c'est ça. C'est un peu ça. Fait que ces intervenants-là, ils ont cette mobilité-là de pouvoir se déplacer dans les campements, aller voir les jeunes qui sont très, très désaffiliés, comme je disais. Puis on voit vraiment là, l'impact comme que les démantèlements peuvent avoir, parce que c'est pas juste de se faire bouger, c'est de perdre tous ces effets personnels d'un coup. Je veux dire, les démantèlements, on en a vu là, arriver des fois à la télé, puis tout ça, des fois on était là, puis ils arrivent avec des pelles, puis ils pitchent tout dans le dumpster, fait que ça fait que les gens ils se retrouvent sans leur... toutes les choses qu'ils ont accumulées avec le temps, puis des objets qui peuvent être, dans certains cas, significatifs pour eux, ben ils perdent tout ça d'un coup. Fait que ça peut avoir un effet assez dévastateur là, pour certains. Peut-être un peu similaire à ce qui s'en vient sur Sainte-Catherine, en tout cas, comme endroit, peut-être. comme phare, peut-être pour ces personnes-là. On verra comment ça va, puis on va clairement suivre ça de près. Mike, en mot de la fin, est-ce que si on rebrasse un peu cette rue-là, puis on rebrasse un petit peu les organisations que tu as vues, tu as participé à des consultations justement sur qu'est-ce qui serait le mieux à mettre en place. Qu'est-ce qui manque un peu dans notre quartier en termes de ressources? Est-ce qu'il y a des éléments que pour toi c'est vraiment essentiel puis qu'il faudrait qu'on mette en place si jamais... Valérie Plante, ou en tout cas son ou sa successeur, a envie de mettre en place plein de belles ressources sur le long de la Sainte-Catherine dans 5 ans. Qu'est-ce qui manque? Il manque de ressources pour les jeunes, je dirais entre 18 et 30 ans. Les jeunes ont beaucoup de difficultés avec les adultes, je crois. En tout cas, de ce que j'ai pu voir en étant moi-même dans une station d'itinérance. Et ayant moi-même décidé d'être dehors plutôt que dans des ressources parce que c'était des personnes plus âgées. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il manquait vraiment beaucoup de ressources qui sont axées sur les jeunes, sortant de la DPJ ou ayant tout juste 18 ans. Puis aussi des ressources pour les transgenres. Je trouve que c'est pas très accessible, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Jeunesse Lambda qui veulent essayer de faire un logement. Ouais, un hébergement d'urgence. Un hébergement d'urgence. Maison Lambda, justement. Ouais. Là, ouais. Ils sont venus en parler la saison dernière, justement, là, avec Aurélie. Quelque chose qu'ils essaient de mettre en place, mais c'est pas facile non plus. Puis de s'entendre sur exactement comment le faire. Il y a les logistiques financières de lieux, mais il y a aussi comment est-ce qu'on veut exactement que ce soit pour brimer personne, mais offrir une offre de service qui est quand même la plus large possible pour la communauté. Mais je crois que ça serait un bon début. Puis pas juste en termes de ressources. Là, je pense moi, je changerais beaucoup de choses au sein de la communauté, dont aussi le chèque d'aide sociale. Ouais. Parce que quand tu te retrouves avec rien du jour au lendemain, puis tu te retrouves avec 700$ dans les poches par mois seulement pour subvenir à tes besoins pendant le mois au complet, c'est pas très facile. Il y en a qui vont faire des choses qui sont contre leur gré pour avoir de l'argent en étant en situation d'itinérance. C'est l'ayant moi-même fait. Pour survivre? Ouais, pour survivre, ayant des sous. Ouais. Donc, je changerais aussi ça. Je augmenterais le chèque le plus possible parce qu'on parle bien de ressources, mais on parle pas d'argent non plus. T'sais. Je veux dire, ça aussi, c'est un enjeu. Si tu te retrouves les poches vides, pas plus avancé. Il faut plus de logements, plus d'argent, plus de place. Moi, j'entends beaucoup d'objectifs là, pour toi pour les prochaines années. Là. Plus de logements sociaux. Ouais. On va essayer de travailler à ça. Tous ensemble, on vous souhaite aussi d'en avoir dans la rue, de les maintenir, puis peut-être d'en avoir d'autres aussi avec tout ce qui se développe ces temps-ci. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a des événements, quelque chose qui s'en vient dans la rue que vous avez envie de partager? Je sais qu'il y a la Nuit des Sans-Abri qui arrive annuellement. Je ne connais pas la date par cœur, qui est à la mi-octobre, vendredi mi-octobre. Est-ce que vous allez participer? Est-ce qu'il y a d'autres événements que vous aimeriez plugger en bon français? Ben, moi, si je vais à la Nuit des Sans-Abri, c'est avec la coalition Jeune Plus, qui est axée sur la prévention d'itinérance. Mm-hmm. Sinon, avec eux, je vais au CAEH aussi.
C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un peu flou. Canadian Alliance to End Homelessness. Ouais. Fait que c'est ça. Je sais pas la traduction exacte en français, là. Mais c'est quand même un gros événement national, là. À chaque année, ça a lieu. Ils choisissent une ville différente à chaque année pour l'accueillir. Cette année, on a la chance que ce soit à Montréal. Fait que c'est ça. Ça dure 3 jours. Différentes conférences ont lieu qui abordent différents sujets, là, en lien avec l'itinérance. Je vais avoir justement l'occasion là, avec la coalition Jeunes Plus de co-présenter quelque chose là, en lien avec cet événement-là. Fait que, On va présenter Anne puis moi ensemble avec la coalition. Super. On a aussi éventuellement... Est-ce qu'on peut y assister si quelqu'un a envie d'y aller? Comment ça fonctionne? C'est au Palais oui. des Congrès. Oui, c'est ça. Le 28, 29 et 30 octobre, je crois que c'est de 9h le matin à 17h le soir. Si on veut vous voir live, là, comme au Comic-Con, Ouais, des c'est ça. stars peut-être, des personnes qui écoutent, on va mettre les infos, en tout cas on va essayer de les mettre en bas de Ouais. l'écran sur le YouTube et on verra. Puis sinon, un autre événement qui approche, c'est, on en a parlé un peu au début, je sais pas si c'était pendant l'enregistrement, mais on s'en va parler avec un CGE, Carrefour Jeunesse Emploi, Ouais. avec la coalition J'aime Plus une fois de plus, et Anne. Tu devrais faire peut-être partie de la coalition, là, rendu là. Toujours accompagné. Encore une fois, c'est pour... moi, j'y vais avec ma soeur pour aller raconter un peu mon parcours de vie en situation d'itinérance, les ressources qui m'ont aidé pendant ce parcours-là et un peu leur... pas leur ouvrir les yeux, mais leur faire connaître davantage cette situation-là, qu'ils en apprennent davantage sur ce que c'est réellement d'être en situation d'itinérance. Ok. Donc, moi, c'est pas mal ça qui s'en vient avec Jeunes Plus. Coalition Jeunes Plus, d'ailleurs, on va les inviter éventuellement. On a invité plein de gens qui sont un peu partenaires, là, mais je crois que ce serait une bonne chose parce que... Ben après, justement, peut-être le 27 au 29 octobre, là, l'événement, peut-être que ça pourrait être intéressant. c'est du 28 au 30. 28 au 30, OK. Bon, voilà, déjà. On va le corriger, là, tout en bas. Puis, ouais, clairement, peut-être qu'on pourra voir à ce moment-là aussi. Puis, super, t'as l'école aussi, Oui. qui continue, toujours. Ouais, j'ai les CA qui continuent. Les CA d'En Marge, c'était plusieurs CA aussi sur la qualité. Planification stratégique d'En Marge, Ouais. le comité d'association, plein de beaux Très projets qui s'en viennent pour moi. Puis, Très impliqué, ouais. Ben, j'ai pas fait ça tout seul. J'ai pas fait ça tout seul. J'ai été beaucoup accompagné. Là. Uh-huh. D'où l'importance d'avoir plus de ressources. Là. Moi, c'est grâce aux ressources communautaires que je suis là où je suis rendu aujourd'hui. Je l'aurais pas fait tout seul. J'aurais pas passé au travers. Impossible. C'est grâce à toi qu'on est là aussi, nous autres, je pense. Ouais? Ouais. Ben, merci. J'apprécie. Ben écoutez, merci d'avoir été avec nous. C'était Maudite Marge, saison 2, épisode 3. Vous pouvez nous écouter comme d'habitude sur YouTube et Spotify. Partagez à toute personne qui connaît l'itinérance, qui a de l'intérêt pour ce sujet ou qui ne connaît pas, c'est encore mieux. Peut-être de partager pour avoir une meilleure idée de c'est quoi la réalité qui touche la jeunesse. Donc, je vous dis à bientôt.